courage aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit au bon moment pendant le 20h sur France 3 Corse Via Stella, évidemment. Selon un sondage IFOP, 45% des étudiants n'iront pas voter à la présidentielle de 2017. La même enquête démontre que plus le niveau d'études est élevé, plus l'intention de voter est grande. Rappelez-vous, en 2012, un candidat voulait faire de la jeunesse sa priorité et aujourd'hui, là aussi, la fracture est de plus en plus grande. Les titres de votre 20h. En politique, le clivage droite-gauche est-il dépassé? Nous en débattons avec le journaliste Sébastien Pisane et l'enseignant Philippe Olivier. La chanteuse Barbara les a réunis. La rencontre, Sabrina Sarraïs et Arnaud Métivier, ils sont les invités de votre 20h. Bonsoir à vous, je vous en prie. Bienvenue sur le plateau de Pendant le 20h. Je vous en prie, installez-vous. Merci. Vous êtes autorisé à venir bavarder avec moi, vous êtes là pour cela. Comment ça va avant toute chose? Arnaud, ça fait quelque temps. Oui, mais tout va bien. On s'était vu dans une précédente émission. Sabrina, vous également. Oui. Et ce qui vous réunit, c'est Barbara, une voix, un accordéon, du silence et des mots. Vous investissez tous les deux pleinement le répertoire de Barbara. Pour le réinventer sur scène, Arnaud? Ah oui, pour le réinventer, c'est sûr, parce que moi, personnellement, c'est pas Barbara qui m'intéresse, c'est Sabrina. Et... Qui chante Barbara? Exactement. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi elle en est arrivée à Barbara, cette jeune femme. Qu'est-ce qu'a fait que Barbara est entrée dans sa vie et comment ça l'a transformée? C'est tout ça qui m'intéresse. Vous savez quoi? Vous voulez venir ici? Pourquoi Barbara est entrée dans votre vie, ma chère Sabrina? Eh bien, je ne sais pas. Et comment? C'est par hasard. Comment? Alors, comment? Pareil, par hasard. Par hasard, très tôt, par une petite cassette qu'il y avait chez moi, que j'ai par hasard écoutée. Et là, elle m'a emportée. Elle m'a envoûtée, peut-être, d'une belle manière. Le hasard fait bien les choses, Tout à finalement. C'est une bonne idée de se laisser porter par le hasard. Quand on va donner un petit peu quelques clés tout de même aux téléspectateurs, si vous le voulez bien. Alors comment exactement ça va se passer? Il y a deux moments, hein. Chante mais chante, qui est un moment plus intime, et ensuite il y aura Merci Madame. Mais sur Chante mais chante, quelques mots. Chante mais chante, justement, on parle plus de nos intimités. Sabrina et moi-même, liés à une artiste, ce qu'elle a raconté, je parle de Barbara, et puis comment nous, on s'est retrouvés, Sabrina et moi, jusqu'à imaginer un spectacle avec d'autres artistes qui s'appelle Merci Madame. Voilà, donc un spectacle en duo sur nos intimités, en fait. Nos intimités artistiques, évidemment. Nous ne sommes pas un couple à la ville. Nous sommes deux artistes qui nous rencontrons et qui avons envie de, alors, qui a choisi qui faire ensemble. Ça s'est fait naturellement. Qui a choisi qui? Qui est allé vers l'autre? C'est le bus qui n'est jamais passé à Ajaccio. Ça arrive souvent. Que moi j'attendais. Et puis, 10 ans après notre rencontre, Sabrina qui me dit c'est peut-être le moment de faire des choses ensemble. Vu que le bus ne passe pas, viens avec moi. Alors, il y a le répertoire de Barbara, il y a ce répertoire que vous investissez pleinement, Sabrina. Mais qu'est-ce que vous apporte, Arnaud? Arnaud m'apporte la légitimité d'être libre. C'est fou de dire ça, parce que finalement, pour être véritablement libre, on devrait finalement l'être, tout simplement. Lui, il m'a permis d'assumer ça et de dire oui, tu existes, tu as des choses à dire, dis-le, point. Voilà ce qu'il m'apporte. Ça, c'est humainement. Et musicalement, il m'apporte une sorte de... ce qu'il a toujours provoqué en moi, c'est une sorte de bouillonnement pour aller jusqu'à la catharsis. C'est vraiment, c'est ce que je lui disais tout à l'heure, c'est tous les concerts auxquels quand j'allais voir Nano avant, je me sentais en sorte de bouillonnement. J'arrivais pas à exprimer les choses jusqu'au jour où, en effet, ce bus n'est pas passé. Il était là et j'ai dit maintenant, c'est maintenant ou jamais. Où je lui dis, il faut qu'on y aille ensemble. Où je vais louper peut-être quelque chose. Voilà ce qu'il m'apporte. Il m'apporte
peut-être la main qui me fait passer le prochain pas. Voilà. Nano, on va le dire aux téléspectateurs. Nano, c'est votre pseudo pour ne pas perdre le téléspectateur, évidemment. Je vous propose, justement, sur cette intimité, sur ce travail artistique, sur cette amitié qu'il existe entre vous, de regarder quelques images. De marcher sur une ligne. On voit pas le... Sabrina, il y a la qualité artistique évidente d'Arnaud. Ceux qui connaissent son travail le savent. Il y a également ce désir d'aller vers l'autre, de s'appuyer sur l'autre. Vous l'avez ressenti comme cela ? Oui. En tout cas, moi, je me suis appuyée sur lui, oui. Pareil, évidemment. Je viens chercher toute une matière que je n'ai pas, qui m'intrigue chez Sabrina, bien sûr, pour me construire, pour continuer à me construire, pour continuer à inventer, à créer des émotions. Alors justement, continuer à inventer, continuer à créer, comment cela est-il possible en partant d'un répertoire existant et d'un répertoire aussi colossal que celui de Barbara ? Alors moi, personnellement, je n'aime pas Barbara. Ah ben c'est intéressant là de nous expliquer comment quelqu'un qui n'aime pas Barbara parvient à travailler la matière. Exactement, parce que c'est une matière que je reconnais, magnifique, superbe, c'est un monument, certainement, mais c'est un monument qui ne me touche pas, que jusqu'ici, je n'avais pas vu, je n'avais pas aperçu ce monument. Je passais devant sans le voir, et tout d'un coup, une artiste comme Sabrina me dit « Hey, regarde, il y a quelque chose là ». Et elle m'apprend petit à petit à comprendre ce monument, à l'intégrer à ma vie. Et pour cela, on part de Sabrina, de ce qu'elle a vécu en écoutant Barbara dans sa jeunesse, et puis un petit peu plus tard, on part de la base de Sabrina pour réapprendre Barbara. Et je pense que c'est ce qui va se passer pour le public. Que le public va découvrir Barbara à travers une artiste porteuse du projet, Sabrina, et puis à travers une chorégraphe, une vidéaste, une graphiste, des musiciens. C'est important de le dire, hein, c'est quelque chose de particulier, ce moment que vous allez vivre sur scène. C'est artistiquement, c'est global. Il y a de toutes les formes d'art d'ailleurs sont mêlées. Le chant, évidemment, votre travail artistique sur scène, la musique, mais également vous faites appel à d'autres artistes pour vous accompagner. Hein. C'est voulu dès le début. Vous aviez ça en tête, Sabrina ? Oui, particulièrement. J'avais besoin de me sentir entourée de pluridisciplines et d'artistes différents avec des outils différents pour montrer que quelle que soit la matière que l'on utilise, elle peut être justement comment elle allait naître avec ces outils différents et avec ces artistes, avec ces personnes, avec ces âmes différentes. Voilà, je voulais d'une base commune voir ce qu'il allait naître. Et voilà, le résultat est assez troublant. Que représente Barbara pour vous ? Je ne saurais pas dire. C'est de Une amie. Moi, j'ai entendu une grand-mère par moment. Oui, j'ai entendu dire la grand-mère idéale qui soulage, qui répond aux mots. Oui, qui dit les choses. Une parole déliée, quelqu'un qui dit, qui arrive à expliquer les mots, M-A-U-X, avec des mots. Réellement, ce qui m'a permis à moi de ne pas faire de nœuds. Et c'est ça qui est beau dans la création, c'est que quand la création, elle vous permet de ne pas
vous embourber et au contraire vous permet de grandir. Voilà ce que représente Barbara. Barbara avait le désir de se réinventer constamment. Il y avait ce répertoire fort qui est dans toutes les consciences, dans la conscience collective. Mais elle avait ce désir de se réinventer. C'est un point commun aussi avec vous, mon cher Nano, ce désir de se réinventer, de réinterpréter, de réinvestir. Rester vivant, on en avait déjà parlé, mais rester vivant à tout prix. Voilà, Barbara aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle serait ? Elle danserait certainement, elle ferait des spectacles complets avec Pasqua aux machines, Pierre-Marie aux guitares, violon, enfin, à l'électronique, et puis peut-être moi à l'accordéon, dans un accordéon moderne. Je pense que rester vivant. Alors il ne s'agit pas de Sabrina Sarraïs réincarnation. Il s'agit vraiment de Sabrina Sarraïs vivant avec le matériel Barbara. Et puis, comme moi, je suis tombé sur un accordéon. Il faut bien vivre avec. C'est beau et des fois c'est douloureux. Ce sont des outils qui nous permettent à nous d'exister. Aujourd'hui, Barbara. Demain, Jérôme Camilleri. C'est bien joué, mon cher. Vous allez revenir dans cette émission, je le dis aux téléspectateurs, avec Jérôme Camille, qui est écrivain, pour parler d'un autre projet. On en avait déjà parlé avec Jérôme, mais je vous le promets, c'est le 24 novembre. C'est la première de Merci Madame à Ajaccio à l'Espace Diamant. C'est fortement recommandé par toute l'équipe de Pendant le 20h. Merci à vous deux d'avoir passé ce moment avec moi. Et je vous dis à très vite. Vous le savez, tous les soirs, nous débattons de sujets d'actualité. Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, nous en parlons nous également. Il a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle il y a quelques jours avec pour objectif de réunir la gauche et la droite à travers un projet de société. L'occasion de nous questionner sur l'existence ou la disparition du clivage droite-gauche avec le journaliste Sébastien Pisane et l'enseignant et éditeur militant également Philippe Olivier. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Philippe. Ah là là, la fusée Macron. Mais est-ce une fusée, Emmanuel Macron ? Oh là là, Philippe, je sens que vous allez le taquiner, notre Emmanuel Macron. Il est comme ça, il est taquin. Je le sens, il vibrait tout à l'heure en coulisses. Alors, c'est aussi pour évoquer le clivage droite-gauche. Est-ce qu'il existe encore ce clivage droite-gauche, selon vous, Sébastien ? Alors, d'abord, vous parliez de Macron, je pense qu'on peut... Oui, c'est vrai. Dites quelques mots sur Macron. Là, on est pour l'instant encore au stade du bébé éprouvette. Bon, bébé, parce qu'effectivement, peu de temps que Macron est vraiment lancé en politique, ça fait 5 ans, profil relativement atypique, on pourra quand même le dire comme ça, cet ancien banquier devenu conseiller au plus haut niveau de l'État, jusqu'à devenir ministre de l'économie, voilà pour le personnage. Ensuite, justement, quelqu'un qui essaie de surfer sur, sortons de l'ère des partis et du clivage gauche-droite. Alors on voit quand même que là, sur ces premiers temps, c'est pas évident. Bien sûr qu'il y a ce discours qui a l'air d'ailleurs de plaire à une partie de l'électorat français, si on en croit certaines enquêtes d'opinion. Mais il faut quand même trouver quelques élus pour poursuivre la démarche. Là, en ce moment, on le voit justement pas mal tourner. D'abord, il faut les 500 signatures pour devenir réellement candidat à l'élection présidentielle. Certes, il a déclaré qu'il était candidat, mais il lui faut ces signatures-là. Puis, ce discours national, il faut bien qu'il arrive à porter aussi au niveau plus local. Donc, on se rend compte, voilà, une aventure, moi, je trouve, qui est quand même assez intéressante à suivre. C'est pas la première du genre à essayer ce Servan Schreider avait essayé également. Tout à fait. Notamment. Puis plus récemment, on en parlait en coulisses, le modem de Bayrou. Mais il avait une structure politique. Mais c'est vrai. Et la structure aujourd'hui de Macron, c'est le mouvement En Marche. Je crois qu'en Corse, En Marche, c'est à peu près, c'est selon les chiffres officiels, 200 marcheurs, presque 300 marcheurs. Tout à fait. Avec lui, Emmanuel Macron. Alors, Emmanuel Macron, il a... après, on parlera plus spécifiquement du clivage droite-gauche. Il a quelque chose qui doit vous séduire, à vous, une particularité, c'est qu'en même temps, il a fait l'ENA, il a fait les grandes écoles, il a fait serviteur de l'État, c'est comme ça qu'il se présente. Mais il est aussi philosophe par un certain côté. Il était tout de même assistant de Paul Ricoeur, Emmanuel Macron. Ce double cursus, il doit vous séduire, à vous. Oui, mais le personnage ne séduit pas. Bon, tant mieux, il a fait de la philosophie, c'est pas le seul.
Paul Ricoeur, tout de même. Il a été élève C'est très et bien, assistant Paul de Paul Ricoeur. Ricoeur. Je ne suis pas sûr que beaucoup d'hommes politiques aient suivi un double cursus comme lui. Hein. Oui, c'est un homme double. D'ailleurs, c'est le Nini, hein, c'est Canada Dry. Pour moi, ça a la saveur et l'odeur de la gauche, mais ce n'est pas la gauche. Ça a la saveur et le goût de la droite, mais ce n'est pas la droite. Moi, il me fait penser à 3 personnes, enfin à 2 surtout. D'abord, évidemment, le banquier des Rothschild, Georges Pompidou, Premier ministre puis Président de la République, sauf qu'il était de droite et gaulliste, héritier naturel du général. Le deuxième personnage, c'est Lionel, pas Léonard Jospin, en 2002. C'est Cohen et sa disparition qui remonte. Lionel Jospin en 2002 qui dit « je ne suis pas socialiste », on a vu, il est arrivé 3e. Et puis maintenant, ce personnage qui veut le Nini, on connaît d'autres Nini dans le paysage politique français. Et moi, d'abord, je déteste ce mot clivage, clivant, ça ne veut rien dire. Il y a des oppositions, il y a des histoires politiques, il y a des partis politiques dont vous parliez qui ont une longue histoire. Et vouloir essayer de jouer l'entre-deux chaises, pour moi, et puis ça marche pas. Hein. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, ça marche pas trop. Ça marche pas. C'est-à-dire que si vous regardez toujours, attention, avec réserve, hein, les enquêtes d'opinion, mais les Français depuis c'est vrai. des années disent il y en a marre des partis. Pour nous, ce ne sont plus des objets politiques pertinents. Ils surfent là-dessus, notamment, pas seulement. Sauf que la structuration de la Ve République fait qu'on est obligé aussi de s'appuyer sur un parti pour aller à l'élection présidentielle. En tout cas, ça facilite grandement les choses. Juste sur Lionel Jospin, exactement, il avait dit « mon programme n'est pas socialiste ». Mon programme n'est pas socialiste. Alors, le clivage, même si ça ne plaît pas, c'est un terme qui ne plaît pas à Philippe Ollivier, on s'interroge sur l'existence ou pas, réelle ou pas, du clivage droite-gauche aujourd'hui au XXIe siècle. Mais avant, un petit peu d'histoire, Sébastien, c'est pour vous qui avez fait des études d'histoire. La droite et la gauche sont nées durant la Révolution française en 1789. Le 27 août, l'Assemblée nationale constituante organise un vote pour mettre en place ou non la nouvelle constitution, un veto royal. Ce vote fut en présence du roi, les députés, les conservateurs et les royalistes qui suivirent sa décision se placèrent à la droite et ceux qui étaient opposés à la gauche. Et depuis ce moment-là, cela droite-gauche structure la vie politique nationale, la vie politique française, et pas seulement Mais à l'époque, française. je vous signalerai qu'il existait déjà ce qu'on appelait le marais. C'est vrai. C'est-à-dire déjà une certaine troisième voie. Exactement. Qui n'a jamais réellement Et non. fonctionné, d'ailleurs. C'est pas seulement une histoire et des partis, c'est aussi des idées, des programmes et des valeurs. Donc quand on est de gauche et qu'on fait voter la loi El Khomri, soi-disant de gauche, quand on est de gauche et qu'on dit je m'opposerai à la finance et qu'on ne le fait pas, après, on ne sait plus où on est et c'est l'extrémiste qui gagne. Alors, est-ce que Macron n'est-il pas aussi le fruit de cette nébuleuse droite-gauche, on ne sait plus exactement qui est qui. Il me semble, mais d'ailleurs il y a quelque chose d'assez intéressant autour du mot valeur, parce qu'on en parlait tout à l'heure rapidement avant de rentrer sur le plateau. Ce mot valeur, souvent, il renvoie à des notions, j'ai presque envie de dire, quasi historiques. Est-ce qu'aujourd'hui, être de gauche, c'est forcément le progrès, comme on dit, le social, la droite, c'est l'économie et l'ordre? Moi, je trouve ça un brin caricatural de nos jours. Ce qui explique donc qu'effectivement, arrivés au pouvoir, nos hommes politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, ont des politiques qui ont tendance bien souvent un brin à se ressembler. Pas toujours non plus, il ne faut pas tomber dans la caricature. Mais voilà, aujourd'hui, moi, ce clivage gauche-droite, je fais partie des gens qui ont tendance à trouver qu'il a quelque chose d'un brin artificiel. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il a été déplacé sur un clivage conservateur-progressiste, par exemple? Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui comme cela? Je ne suis pas sûr, parce que souvent la gauche se dit progressiste et en fait on voit que c'est juste un mot et pas justement des valeurs. C'est-à-dire que ce qu'on a beaucoup reproché depuis 2012 à la gauche, c'est d'avoir simplement, je disais tout à l'heure, l'odeur de la gauche, mais de faire une politique de droite, comme disait Sébastien. C'est-à-dire donner 40 milliards au patronat, au MEDEF, pour le CICE qui embauche très peu. Alors, quand vous dites, pardon Philippe, mais quand vous dites que c'est pas que c'est la politique de droite, est-ce que finalement ce n'est pas, je me fais l'avocat du diable, vous le savez bien, ça m'amuse, ce n'est pas une politique pragmatique? Ben, ça dépend de quel pragmatisme et de quels éléments on s'empare. Abolir l'ISF ou baisser les charges sur les pauvres, la pauvre classe moyenne, il y a déjà 50% de gens qui ne payent pas d'impôts. Quand vous voyez un milliardaire, M. Muliez, qui a 1,2 milliard de fortune d'euros et qui paye 195 € parce que des fiscalisations, il y a quand même des oppositions qui sont des oppositions à la fois
financière, C'est ce que vous économique vigez, c'est et humaine. la gauche de gouvernement, finalement. Pour vous, elle ne représente cette plus, si je gauche-là. comprends bien. Oui. Alors, chose intéressante, on parlait de valeurs. Quand vous voyez, il y a de ça déjà quelques temps, un Nicolas Sarkozy qui cite Jean Jaurès, on voit bien, j'imagine que ça vous a fait bondir, Philippe. Ça En m'a fait 2007. sourire. Mais oui, mais alors, Pour l'élection Ça présidentielle. m'a fait sourire. jusqu'à quel point Jean Jaurès est-il otage d'un héritage qui ne serait que de gauche? Mais ça ne me gênerait pas si Nicolas Sarkozy ou les 6 autres mercenaires et samouraïs appliquaient une politique. Alors si eux faisaient comme la gauche d'aujourd'hui, le gouvernement qui fait une politique de droite, si la droite effectivement était une droite sociale. Fillon vient de la droite sociale avec Philippe Séguin. On voit très bien que Bah, il son a le programme est programme le plus libéral et le plus à droite de la droite. Ouais, ouais. Donc on ne sait plus où on en est. Moi je dis ça profite aux extrêmes et spécialement à l'extrême droite. Vous dites que la mais alors confusion entre la gauche et la droite, Oui, c'est un faux clivage. C'est un faux clivage qu'on et a- ça profite. On n'a plus que le mot Bon, à la peut-être bouche. qu'on manque un brin de créativité en France, parce que se passe-t-il dans d'autres pays? En Espagne, ça profite, par exemple, à Podemos. Ça n'a pas profité au fascisme, aux extrêmes, à l'extrême droite, ou voilà, un mouvement Mais populaire. parce que je Donc, pense que la France qu'à est un plus moment donné, conservatrice. Elle est moins prête que le sud de l'Europe. on agit toujours à bouger. le chiffon de Mais l'extrême alors, droite. est-ce qu'il n'y a pas un vrai problème entre ce qui favorise aussi cette idée que le clivage finalement n'existe plus? C'est dans les enquêtes d'opinion d'ailleurs, que l'on ne s'y trompe pas. Est-ce que le fait que les discours, je parle d'un point de vue de la gauche, que les discours, quand il y a cette conquête du pouvoir, soient très à gauche et une fois au pouvoir, soit un peu plus centré, un peu plus pactisant avec le libéralisme, ou en tout cas une gauche plus moderne. On va prendre un exemple. Je sais qu'il vous tient à cœur, mon cher Philippe. En Grèce, Tsipras est élu sur un programme de rupture totale, avec le FMI de rupture totale, très à gauche. Et pourtant, qu'est-ce qu'il fait quand il est au pouvoir? Qu'est-ce qu'il fait, Qu'est-ce qu'il Tsipras, fait quand il est au Il se pouvoir? soumet à la Troïka, il trahit son peuple, et c'est pour ça, Mais n'est-il d'ailleurs, pas forcé que de son le ministre faire? des Finances- Encore une fois, j'essaie de Non, comprendre. vous avez hein. raison, il y a une forme de pragmatisme. Et d'ailleurs, moi, j'ai pas de boule de cristal, je vais pas jouer Madame Irma, mais j'imagine qu'un candidat dont on a beaucoup parlé, qui est devenu président de la République aux États-Unis, Donald Trump, pour ne pas le citer, une fois qu'il aura vraiment ses souliers de président ficelés au pied, il ira sans doute beaucoup moins loin sur beaucoup de points. D'ailleurs, on a vu qu'il a commencé légèrement à amorcer un léger. c'est ce que je pensais, ce que je disais la retrait. semaine Mais voilà. dernière. Alors, et si on revient en Corse, si vous le voulez bien, est-ce que ce clivage en Corse, il existe toujours? Alors, il y a des alliances un petit peu. Ah bah oui, mais intéressantes en complètement. Corse, hein. Bah, non, mais alors moi, Alors, vous savez, il y a à une cela, image. on ajoute évidemment les nationalistes, les Ah, bien sûr, autonomistes. surtout, Bien sûr. Euh, Bah, c'est les nationalistes, les à mon avis, qui indépendantistes, quand même pardon, les modifient autonomistes. beaucoup la donne. Oui. Est-ce que vous vous souvenez de cette image que j'avais trouvée assez intéressante? Le soir même du second tour de l'élection territoriale chez nous, régionale en France, on a cette carte de France avec des Exactement. régions bleues pour la droite, comme d'habitude, roses Dans les grands médias nationaux. pour la gauche. Et c'est vrai que cette petite île en bas à droite a une couleur assez exotique. Grisée. On ne sait pas d'ailleurs comment la colorier. Bah oui, c'est évident que les nationalistes ont quand même, avec leur montée en puissance, puis prise des responsabilités à la tête de la collectivité territoriale, amènent quelque chose d'assez différent par rapport à ce dialogue gauche-droite, même s'il existe évidemment aussi en France. Mais regardez un peu aussi à différents niveaux. Regardez ce qui s'est joué au niveau des municipales. On a vu quand même des tickets assez étonnants se mettre en place, Ouais, c'est aussi bien à Bastia exactement. qu'à Ajaccio aussi. À Ajaccio également. Oui, ils ont bousculé le jeu, c'est clair. Le clivage droite-gauche existe-t-il encore aujourd'hui? 40 secondes pour résumer votre pensée et donner vos arguments. C'est avec vous, Sébastien, que je commence. Il existe, ça c'est indéniable. Bon, il suffit de voir, mais vous allez voir tout de suite, je vais amener autre chose. Hein. Il suffit de voir, moi je regardais un petit peu les débats télévisés là sur ces primaires de la droite et du centre, ont énormément intéressé vraisemblablement les gens. Là, le dernier, je crois que c'est plus de 5 millions de téléspectateurs. Donc les gens ont l'air quand même de continuer à s'intéresser à la démarche d'un parti qui cherche à faire émerger son futur candidat à la présidence. Mais je pense, parallèlement à ça, qu'il lasse désormais énormément, parce que c'est peut-être un peu malheureux, mais on a la sensation que la gauche fait de la droite fait de la gauche une fois arrivé au pouvoir. Il faut donc peut-être réinventer autre chose, ça c'est indéniable au niveau de l'offre, peut-être s'extraire des partis. Allez, je vais faire plaisir à Philippe, une 6e constitution peut-être, qui envisagerait différemment Sixième République, avec une nouvelle Oui, constitution. ouais, c'est ça, et vous m'avez compris, qui réinventerait ce rapport, peut-être qu'on arriverait à quelque chose de différent. C'est à vous.
vous, mon cher Philippe, les 40 secondes, le clivage droite-gauche est-il dépassé? Je devine la réponse de Philippe, comme tous les téléspectateurs, évidemment. Déjà, j'ai dit que clivage, le mot est horrible. Il est très récent. Clivage, clivant, ça veut rien dire. Ça veut dire opposer des gens. Et on a vu qu'en d'autres temps et en d'autres lieux, quand on oppose des gens, on arrive évidemment au contraire de ce qu'on veut. Mais il y a une opposition entre des valeurs et une histoire de la gauche, de la vraie gauche, je vais dire, et les valeurs et une histoire de la droite, de la vraie droite. Mais qu'elles invertissent leur parcours et que la droite soit plus sociale et la gauche plus pragmatique, c'est très bien. On gouvernera comme d'habitude au centre, avec un vrai centre d'opposition. Un vrai centre d'opposition. Voilà la formule de ce soir. Nous en débattrons. Merci beaucoup à vous deux. Merci de nous avoir suivis. Vous restez sur France 3 Corse via Steel et je vous dis à très vite, évidemment.